Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 14e vidéo entretien portant sur le philosophe autrichien d'origine autrichienne Ludwig Wittgenstein. En fait, je vous dis bonjour alors qu'il est passé 7 heures. Donc bonsoir et bienvenue donc encore une fois à cette vidéo entre philosophie de Wittgenstein. Alors nous en sommes comme je l'ai indiqué au tableau ici, nous en sommes au Wittgenstein de la seconde manière, qui fait suite à sa première manière que l'on trouve principalement dans son célèbre Tractatus Logico-Philosophicus. Alors la deuxième manière, marquée par le rejet d'une recherche de la logique du langage au-delà donc de l'usage ordinaire. Alors que dans la deuxième manière de Wittgenstein en philosophie, il s'agit de tenter j'allais dire, résoudre des problèmes philosophiques, alors que Wittgenstein lui parle plutôt de dissoudre des difficultés, des perplexités philosophiques. Parfois, il utilise le terme cocasse de crampe mentale. Hein. Les philosophes ont le don de, de se contorsionner l'esprit et d'en arriver à des crampes mentales. Ce qui caractérise, j'ai commencé à en parler aux vidéos précédentes, ce qui caractérise la philosophie thérapeutique de Wittgenstein, la seconde manière, c'est ce que le philosophe français a appelé d'une belle manière le mythe de l'intériorité. Qu'est-ce que c'est que le mythe de l'intériorité? En peu de mots, c'est cette espèce d'accès privilégié, comme je l'ai indiqué ici, accès privilégié au moi et à ses états intérieurs, si on veut, ses états mentaux. Euh, euh, Comme Descartes, je pense que Descartes est l'exemple le plus éloquent à cet égard. Hein. Son fameux je pense donc je suis, le cogito cartésien, comme on l'appelle. Hein, cogito voulant dire penser. Hein, cogito ergo sum, je pense donc je suis. Alors donc dans cette fameuse célèbre phrase du philosophe français du XVIIe siècle, que l'on trouve soit dans ses méditations métaphysiques ou dans le discours de la méthode, ce que veut nous dire, ce que nous dit Descartes, hein, c'est que euh, dans tout, toutes nos représentations, nos actes mentaux tels que penser, rêver, concevoir, euh, souffrir, quoi d'autre, se réjouir, nommez-les, chanter, tous les verbes d'action, chanter, travailler, peinturer, animer, etc., etc. Hein, on a toujours un dénominateur commun dans toutes ces actions, ces actes mentaux, ces actes de représentation. On a toujours un je qui pense. Hein. Alors, c'est le dénominateur commun qui est sous-jacent à tous ces actes. Hein. Et donc, Descartes en vient donc à la conclusion que
À chaque fois que je pense et que je suis, ou que j'ai, quel que soit l'acte mental dans lequel je me trouve, il y a toujours donc un je, et c'est ce je qui existe, hein, qui est. Hein? Donc, lorsque je pense, c'est ma nature profonde. Donc, le moi est. Hein? Il n'y a pas de... chez Descartes, il n'y a donc pas d'existence de l'être avant ou à côté du je pense. Hein, puisque c'est pas parce que je suis né que j'ai eu mon histoire personnelle, mes expériences qui me font être, c'est que j'ai derrière mon histoire personnelle, derrière mon identité, hein, c'est moi. Et ça, c'est celui que je suis, qui est mon être. Hein. Alors ça, c'est une différence radicale que Descartes pose si l'on songe comparativement à Aristote, hein, pour qui l'être précède le moi, le je. Hein, et voilà. Et un disciple de, je pense, un siècle plus tard, ou quelques années plus tard, un disciple de Descartes, c'est nul autre que le philosophe dont je vous ai parlé la dernière fois, Jean-Jacques Rousseau, un autre philosophe français d'origine suisse, qui suit la trace de Descartes. Sauf que pour lui, hein, euh, pour Rousseau, c'est pas je pense donc je suis, mais je sens au sens d'une expérience sensible fait que je suis. Hein, je cite à nouveau le passage que je vous ai cité la dernière fois, si je peux le trouver facilement, aisément, ce qui n'est pas toujours le cas. Je, 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 Attendez, ah, voilà ici. Alors, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau écrit exister pour nous, c'est sentir. Pour Descartes, c'est penser. Hein. Alors, pour Rousseau, donc, le sentir est préalable, est antérieur à la pensée. Hein, il ajoute d'ailleurs, notre sensibilité est incontestablement antérieure, excusez-moi, à notre intelligence. Et nous avons eu des sentiments avant des idées, avant d'avoir eu des idées. Hein? Alors ça, c'est là un point de rupture important entre Rousseau et Descartes. Hein? Le, le sentiment est antérieur, précède la pensée chez Rousseau. Donc, c'est dans le sentir, hein, dans le ressentir que je suis. Hein. Et là, quand on interroge, quand on interroge cette affirmation-là, on en sort, comme dirait Wittgenstein, avec plein de perplexité, de crampes mentales. Hein. Parce que vous comprenez bien que si le sentir est avant les idées, avant la pensée, eh bien dans le sentir, il n'y a rien de cognitif, il n'y a rien de vrai ou de faux. C'est un, pour employer une expression qui fut populaire à une certaine époque chez les anthropologues, hein, c'est le cri primal. Hein, c'est
wow, c'est là, oh, c'est l'interjection hein, qui, qui ne contient aucunement une pensée, une représentation mentale. On peut dire, wow, c'est beau ce que j'entends. Hein. Il a le wow, là, se, se, s'analyse. Hein, il y a une partie cognitive. Pourquoi c'est wow? Pourquoi c'est beau? Pour telle raison. Hein? Alors, il n'y a pas ça chez Rousseau. Hein? Le wow, il est spontané, il est primal, primitif, comme le cri primal. On est dans pour ainsi dire, dans l'animalité première de l'homme, de l'être humain. Hein. Et en ce sens-là, l'être humain est un animal et il ne pense pas. Hein. C'est plus tard que va surgir les contenus de pensée. Alors, ce qui veut dire que dans le sentier primal, chez Rousseau, donc il n'y a pas de vérité de fausseté. Et par conséquent, il n'y a pas de, il y a pas non plus de certitude là. C'est la seule certitude, c'est passez-moi l'expression anglaise, c'est le feeling, disait à la même époque son collègue écossais britannique David Hume. Hein. Les deux sont d'ailleurs des représentants de ce qu'on peut appeler la philosophie sensualiste et non pas rationaliste. Hein. Tous les deux, autant Rousseau que Hume, euh, euh, critiquent la raison. Hein. La raison n'étant qu'une espèce, en tout cas chez Hume c'est très clair, là, une phrase de son traité de la nature humaine qui dit c'est la passion qui domine la raison hein, et pas du tout l'inverse, comme par exemple chez Descartes. Hein. Et Rousseau hein, va, comme on dit souvent couramment, il va mettre le paquet. Il va insister sur ce sentir fondamental, primal, principalement en art, en musique. Hmm? La musique, pour lui, c'est vraiment le retour à cet état primal, primitif, qui est comment dire, exclu, aliéné dans la musique euh, classique, baroque, telle que conçue par Jean-Baptiste Lully ou encore Jean-Philippe Rameau. Hein, ce sont des adeptes du rationalisme en musique auquel sans doute aurait applaudi Descartes, mais Rousseau hein, se fait le critique acerbe de cette tentative de dénaturer, en somme, la nature profonde de la musique, qui est en fait l'expression d'émotions. Hein. C'est une musique qu'on pourrait qualifier d'émotiviste ou d'expressionniste. Hein. Et dire cela, c'est pour nous aujourd'hui, c'est une évidence, c'est une platitude. Hein. La musique, ce n'est que l'expression de sentiments. Hein. Point à la ligne. Alors, en ce sens-là, nous sommes, souvent sans le réaliser, des héritiers de Jean-Jacques Rousseau, hein, sur le plan, en tout cas, de l'esthétique musicale. Hein. Alors, le musicien, c'est un être autonome, libre, qui exprime hein,
ses états intérieurs. Hein. Toujours sans, sans l'intervention de la pensée. La pensée, la logique, l'analyse, ce sont tous des succédanés de l'émotivité première, de l'expressivité première qui habite tout être humain bien conforme. Et d'ailleurs, en politique, Rousseau est un adepte du contrat social, hein, évidemment, d'où le titre de ses grandes œuvres en philosophie politique, hein, où il écrit d'ailleurs tout à fait au début, hein, l'homme est né libre, mais partout il est dans les chaînes. Hein. Donc c'est le retour nous dit, plaide Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social, il faut retourner à cet état de nature et ensuite pouvoir fonder l'État, la vie en société, sur la base d'un contrat social. Bon. Alors, voilà en gros, au plan politique, comment l'émotivisme de Rousseau s'exprime, se manifeste, s'élabore. Hein, c'est toujours donc le retour à un état de nature où l'être humain vit dans une espèce de paradis terrestre, ou en tout cas d'état primitif, là où les vraies choses, si je peux exprimer les choses authentiques, véritables, c'est-à-dire ressenties, se, se manifestent, hein, se réalisent. Et la vie en société, en tout cas à l'époque de Rousseau, ben, ça lui faisait penser que tout ça était maintenant dénaturé, méprisé, dénigré au profit d'une raison qui domine tout. Hein. C'est en littérature, c'est la querelle des anciens et des modernes. Et, Rousseau va plaider pour les modernes contre les anciens. Alors, j'en viens maintenant après avoir donc dressé le tableau, appelons-le comme ça, je pense que ça a tout à fait du sens, le tableau civilisationnel, culturel dans lequel nous vivons aujourd'hui. Hein? Nous sommes donc dans une activité où le personnel, hein, l'emporte sur l'impersonnel, l'objectif. Hein. Donc, nous vivons chacun isolément dans notre bulle individuelle. Hein, et personne ne peut avoir accès à notre propre bulle. Hein. C'est ce que j'appelais tantôt l'accès privilégié au moi. Hein. C'est uniquement moi et moi seul qui sait, qui est conscient de mes goûts, de mes préférences, de mes sentis, hein, de mes ressentis aussi. Hein, je suis le maître. Hein, et d'une certaine manière, c'est une remarque que fait Wittgenstein, la philosophie du sentir de Rousseau, qui est au fond un plaidoyer pour la subjectivité, c'est en fait une philosophie qu'on peut qualifier, qui qualifie de solipsisme.
Hein, je suis le seul, hein, à exister. Hein. Les autres, j'en ai pas la moindre certitude. Hein. Mais moi, je sais, hein, pertinemment que je suis. Hein. C'est la seule, passez-moi l'expression, vérité. Euh, et d'ailleurs, je vais revenir dans un prochain vidéo entretien sur les derniers aboutissements de cette philosophie subjectiviste de Rousseau, sur cette philosophie solipsiste, sur cette philosophie du sentir, point. Hein, avec le postmodernisme dans ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la théorie du genre, hein, gender theory. Mais je reviendrai dans une prochaine vidéo. Donc, est-ce que Wittgenstein peut nous éclairer sur cette culture, cette civilisation, cette philosophie solipsiste, hein, ou encore, sans vouloir juger, poser un jugement, cette philosophie égocentrique ou égocentriste ou égoïque, hein, où c'est le triomphe du moi, hein, du je, qui domine, hein, avec tous ces états, dans tous ces états, pardonnez-moi. Alors, oui, Wittgenstein, je pense qu'il peut nous aider à y voir plus clair. Hein. D'ailleurs, hein, pour lui, la philosophie, c'est une thérapie qui nous aide à y voir plus clair, à aiguiser notre regard, hein, d'avoir un regard synoptique sur ce qui nous entoure, non seulement les objets, mais les objets culturels. Hein. Donc, Wittgenstein procède par l'examen du langage ordinaire. Comme on l'a vu dans les vidéos entretiens antérieurs, touchant la question de la possibilité et de l'impossibilité, capacité et incapacité. Alors, Wittgenstein va non pas prendre des énoncés philosophiques comme je pense donc je suis de Descartes ou encore la phrase de Rousseau que je vous ai lu tantôt, là, exister pour nous c'est sentir. Il va pas prendre ces phrases très comment dire, j'allais dire déconnectées, débranchées du langage ordinaire. Et il va prendre des phrases, des mots, des expressions que nous utilisons couramment et nous demander, qu'est-ce qu'il y a dans ces usages-là? Qu'est-ce qu'on peut y tirer comme leçon et nous aider, hein, au plan philosophique, afin de dissoudre toujours nos fameuses crampes mentales. Alors, ceux et celles qui ont lu Wittgenstein, hein, constatent que souvent Wittgenstein revient sur ces fameuses locutions, hein, concernant le toothache, le mal de dents. Hein. Et plusieurs endroits dans toutes les œuvres de la seconde manière et évidemment dans les recherches philosophiques, Wittgenstein va analyser l'espèce de panoplie ou de multitude d'expressions entourant
le mal de dents ou le mal en disant j'ai mal. Euh, alors justement, qu'est-ce qu'il y a dans une expression comme j'ai mal aux dents? Hein, c'est lancinant comme douleur, ça n'arrête pas. Je suis toujours en train de me plaindre, j'arrive pas à être en paix, euh, faire mes affaires courantes. Je suis toujours centré là-dessus, hein, et je me dis mais pourquoi j'ai mal? Euh, alors souvent dans l'expression j'ai mal aux dents, par exemple, ou j'ai mal à la hanche, ou j'ai mal à un genou, j'ai mal au coude. Bon, les gens d'un certain âge en savent quelque chose, quoique les jeunes aussi sont souvent accablés de douleurs arthritiques, hein, et certainement de douleurs euh, buccales. Bon. Alors, ce qui est intéressant dans cet usage de G, hein, une chose que Wittgenstein remarque, c'est que j'ai mal aux dents, et souvent euh, euh, a le même sens que, par exemple, j'ai 5 pièces d'impoche ou j'ai 22 $ sur moi. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je possède, comme un objet extérieur. Hein. Et d'où l'idée que le je, le moi, hein, est en relation avec un type d'objet qui s'appelle la douleur. Hein, je suis en relation donc avec cet objet, disons, le lancinant, irritant de la douleur. Hein. J'aimerais m'en débarrasser. J'aimerais bien me débarrasser de ma douleur. Tu sais, c'est vraiment là quelque chose qui est conçu, nous dit Wittgenstein, comme en fait les états mentaux, hein, comme je pense, je sens, c'est donc conçu sous le modèle d'un moi en relation avec des pensées. Mes pensées en l'occurrence, puisque c'est moi qui est en relation, ou encore, chez Rousseau, hein, avec des sentiments, des sensations, des feelings, comme on dit en anglais. Et cela, donc, cette relation d'un moi avec l'objet euh, de sensation, la douleur en l'occurrence ici, ou ça peut être la joie aussi. Hein. Ah, j'éprouve une telle joie en ce moment, je suis comme envahi euh, de, par la joie. Hein. Euh, je suis surpris par la joie, pour reprendre un des titres de C.S. Lewis. Hein. Alors, Wittgenstein nous dit il y a là ici une source de confusion. Puisque quand je dis j'ai mal, c'est pas du tout du même type que de dire que j'ai 2 $ dans mes poches ou 5 $ dans mon portefeuille. Pas du tout du même type. C'est un état d'être. Hein. Et Wittgenstein, souvent, il va dire l'occasion, en tout cas, pour dissoudre cette image qui nous engendre des crampes mentales, pour dissoudre ça, il va dire euh, ça fait mal. Voyez-vous, on n'a pas besoin du je ici. Il est comme superflu. Hein? On est dans l'état d'être. Dans un état d'être. Hein? Et
le moi ici, il est superflu. Non pas qu'il n'existe pas, mais on se gourre, on se méconduit en, en y ajoutant cette relation euh, personnelle, hein, qui fait de moi le propriétaire de mes pensées, hein, et d'une certaine manière de mon esprit. Hein. Je suis le, je suis mon esprit ou je suis mon âme. Hein. Les formules qui furent célèbres, en particulier chez Saint-Augustin. Hein. En passant, Saint-Augustin, c'est un des premiers, je dirais, prédécesseurs de Rousseau, hein, qui définit l'esprit comme étant, ben, je suis mon âme. Hmm. Euh, je suis en relation avec cet objet, je, qui se trouve être en même temps mon âme. Hmm. D'où les douleurs névralgiques, philosophiques que cela engendre. Mais, dit Wittgenstein, il s'agit là de mésusage du langage. Lorsqu'on dit je suis mon âme, au sens de j'ai une âme, comme j'ai de l'argent dans mon portefeuille, c'est un mésusage du langage qui engendre cette perplexité hautement philosophique dans laquelle le philosophe se trouve et doit se débattre comme la mouche à l'intérieur de la cloche qui essaie de sortir de la cloche, mais ne prend pas le bon endroit, le bon moyen. Hein, elle se frappe partout sur les parois de la cloche, alors qu'il y a une porte qui lui permet de quitter sans problème. Et c'est ce que veut faire Wittgenstein, hein, dans une de ses fameuses remarques des recherches philosophiques. Quel est ton but en philosophie? Hein? Montrer à la mouche comment sortir de sa cage, hein, dans laquelle elle s'est engagée. Hein. Alors donc, il ne s'agit pas de nier, il ne s'agit pas pour Wittgenstein, il faut bien être clair là-dessus, de nier l'existence du moi, ou de le réduire à un comportement, par exemple. Ça va être le cas chez Gilbert Ryle, hein, dans The Concept of Mind, traduit en français par la notion d'esprit. Hein, il ne s'agit pas d'une réduction du je au comportement, à une forme de behaviorisme. Alors, il s'agit simplement de dire, ben regardez, constate là, par toi-même, là, tu t'es mal barré au départ en croyant que tu pouvais avoir accès, hein, de manière privilégiée à tes états intérieurs. T'sais. Alors que tes états intérieurs ne sont que des manières d'être, hein, où le jeu, peu importe peu, là. Hein. Donc voilà en gros comment Wittgenstein travaille en philosophie, en étant soucieux de regarder les usages ici, les usages en fait entre avoir et être. Hein? Parce qu'au fond, la philosophie subjectiviste est la philosophie qui engendre le mythe de l'intériorité, qui engendre l'accès, l'idée que le moi a un accès privilégié à ses états. Bon, alors tout ça est conçu sous le modèle de l'avoir. Hein? Je possède, je suis en relation avec un objet, hein, et il m'appartient, ou j'en suis propriétaire.
Hein. Et moi seul, j'en suis le propriétaire. Alors que Wittgenstein dit, ben, pensons-nous plutôt, non pas à l'avoir, mais à l'être. Hein. Ça fait mal, ça me réjouit, euh, ça, ça va bien aller. On se revoit bientôt.